On commence donc de ce pas. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont déjà parmi nous là. Alors comme vous le savez, on se réunit ce soir là en ligne à la suite de la réouverture du site du Journal des chercheurs de René Barbier. Alors on va revenir un peu sur cet événement, parce que en fait, c'est un événement. Et ensuite, eh bien, on essaiera avec Florent de passer la parole le plus rapidement possible à toutes les personnes présentes et qui voudront bien s'exprimer, dire quelques mots parlant de leur rapport à René Barbier, au Journal des chercheurs, et puis aux thématiques de recherche et aussi à la poésie que pratiquait René Barbier. Alors, on s'est dit qu'on allait essayer de parler tout d'abord avec Florent 10 minutes, alors à peu près 5 minutes chacun, pour ne pas trop empiéter sur l'heure et demie que nous devons passer ensemble, et qu'on répartirait nos quelques minutes de prise de parole respectives avec lui sur notre rapport à René Barbier, on dirait quelques mots sur ses axes de travail, aussi quelques mots d'une occupation que l'on s'est donnée avec Florent depuis quelques années, mais qui avait été initiée par René, à savoir des rencontres philosophiques. Et en dernier lieu, eh bien, on dira quelques mots de la vie, mort et renaissance et résurrection du Journal des chercheurs, avant de passer la parole à l'équipe qui a travaillé autour de cette résurrection du journal, dont je vois déjà plusieurs acteurs là en ligne, hein, et ensuite, ben voilà, après cette prise de parole de chacun, enfin de qui le voudra, de ces participants à cette résurrection, eh bien la parole sera donnée à l'ensemble des participants, pour ceux qui le désireront aussi. Donc, je commence peut-être, Florent, là, mes quelques minutes de prise de parole. Alors moi, je suis Christian Verrier. Pour me situer par rapport à René, je me définis aujourd'hui comme un compagnon de route de René. Euh, mais en fait, j'ai été un de ses étudiants à partir des années 1991, après quoi j'ai été Est-ce que je dois le faire comme ça ou donne-moi les écouteurs alors. après quoi euh, après quoi je suis devenu son sujet de directeur, comme directeur de thèse, puisque j'ai fait une thèse avec lui sur l'autodidaxie dans les années, je ne sais plus très bien, les années 95, 96, dans ces eaux-là à peu près. Et ensuite, c'est devenu ce rapport enseignant, thésard, directeur de recherche. C'est devenu une amitié en fait au long cours jusqu'en 2017. Et ce fut un long compagnonnage où nous avons effectué des bons bouts de vie dans l'université, mais aussi hors université, hein, puisqu'on a quitté l'université en même temps, tous les deux à peu près, dans les années 2007. Donc ensuite, on a vécu 10 ans de compagnonnage qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'université, mais toujours un peu avec la recherche. Voilà. Alors, je ne suis pas identique à René sur ses préférences épistémologiques, sur ses choix de recherche. On était différents l'un de l'autre, et je crois que c'est pour ça qu'on s'est peut-être assez bien entendu, entre autres. Alors, les axes de travail de René Barbier, pour ceux qui le connaissent, je vais en rappeler quelques-uns. Et ça sera aussi peut-être une ouverture pour les plus jeunes, les étudiants actuels qui sont parmi nous, là j'en vois certains, qui leur donnera peut-être une envie d'aller découvrir les travaux de René, et ne serait-ce que déjà dans un premier temps par l'intermédiaire du journal des chercheurs qui viendrait ouvrir. Alors en premier lieu, moi ce qui m'avait séduit tout au départ, c'était le travail psychosociologique de René Barbier,
qui avait été précédé par par les travaux de sociologie et de sociologie du travail, tout à fait au début. Et puis ensuite, peu à peu, ces objets de recherche ont évolué. De plus en plus, ils ont été marqués par son intérêt pour l'Asie, pour les sagesses extrêmes orientales, et aussi de plus en plus, mais c'est un hobby qu'il avait depuis très très longtemps, par la poésie. Alors je ne passerai pas sous silence Krishnamurti, évidemment, qui était l'un de ses, voire son auteur de prédilection. Hein, et puis, j'aimerais aussi mentionner, mais tu en rajouteras, Florent, mentionner son intérêt pour la technique. On n'a pas bien l'habitude de parler de ça avec René, pour René, mais surtout son intérêt pour Internet naissant au milieu des années 90. Et puis, j'ai envie d'évoquer aussi tout le travail qu'on avait fait ensemble à Paris 8 autour de la naissance, de la création de la licence en ligne, qui existe toujours aujourd'hui, avec un M1, un M2 en plus. Et ça, c'est une facette pédagogique de René Barbier que l'on connaît finalement insuffisamment, à mon avis, parce qu'il était à peu près aussi original dans ce cadre-là qu'il pouvait l'être dans le cadre de l'animation des groupes en tant que psychosociologue. Voilà. Alors, les rencontres philosophiques dont Florent dira peut-être quelques mots en plus, c'est quelque chose que René avait initié dans les années 2015, fin 2014-2015. Il était en retraite déjà depuis un bon bout de temps et il avait envie de reprendre la parole ici et là, ce qu'il faisait toujours, mais là, il avait envie de le faire de façon un peu plus systématique. Et comme on avait ouvert une université populaire qui s'appelait à l'époque l'Université coopérative de Paris, c'est au sein de cette université populaire qu'il m'a demandé si je voulais bien participer avec lui quelques fois dans l'année à des rencontres philosophiques où l'on prenait tous les deux la parole sur un thème que l'on choisissait auparavant. Alors, ça pouvait être la sagesse, ça pouvait être la marche à pied, ça pouvait être plein d'autres choses. Et on prenait alternativement la parole sur le même thème avant de discuter, d'ouvrir le débat avec toutes les personnes présentes. Et après le décès de René, bien sûr, le duo s'est interrompu. Et 2 ou 3 ans après, Florent, bah, tu rediras, a eu l'idée de reprendre ces rencontres philosophiques, ce que l'on a fait ensemble, cette fois avec Florent, dans une autre université populaire à Bobigny, et que l'on va essayer de continuer à l'avenir, peut-être dans le cadre de ce journal des chercheurs. Et en dernier lieu, bon, bah, le journal des chercheurs, voilà, bah, il renaît aujourd'hui et personnellement, j'en suis vraiment très, très heureux. Je vois Éline là sur la gauche du damier. C'est en grande partie grâce à elle, mais je pense qu'elle en parlera, que cette affaire, depuis l'année dernière, a été remise sur le travail. Alors, ce journal des chercheurs, bon, bah, il est né d'une initiative de René, à peu près en même temps qu'on créait, d'ailleurs, à peu près en même temps qu'on créait les tout débuts de la licence en ligne sur Internet. C'est arrivé à peu près de façon synchrone, ces choses-là. Et il l'a mené jusqu'à son décès, ce journal des chercheurs, jusqu'en 2017. Après quoi, bon, bah, la relève n'est pas arrivée tout de suite. Le journal s'est délité peu à peu, étant donné qu'il n'était plus entretenu en quelque sorte. Et donc, il y a 1 an et demi, 2 ans, eh bien, la chose est repartie de plus belle pour en arriver à cette inauguration ce soir. Voilà ce que j'avais à peu près à dire de mon côté, mais sur ce dernier aspect, bon, pas mal de personnes d'entre nous vont préciser les choses. Donc, je me tais, Florent. Merci Christian, je vais essayer d'être aussi bref et concis que toi. Il s'agit bien évidemment de ne pas être exhaustif, mais parmi cette multiréférentialité qui était si chère à René, de voir comment nous sommes, tu parlais de damier tout à l'heure, de damier où toutes les cases sont en interaction et pas seulement celles qui sont contiguës. Donc, je vais faire comme toi, je vais brosser un panorama extrêmement rapide et après, nous rentrerons dans des interactions entre nous qui nous permettront de revenir sur tel ou tel point, mais également tel ou tel partage, puisque je vais avoir l'occasion de citer, comme toi, quelques personnes ce soir ici présentes. Alors, actuellement, je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches
à Sorbonne Université dans l'école interne INSPE, enseignement ENSPE, IUFM, PES, etc. Donc dédié à la formation des enseignants, essentiellement du primaire pour moi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je suis rentré dans cet établissement en 98 pour y partager les pédagogies à base du numérique. Et finalement, à l'heure actuelle, j'ai énormément évolué vers à minima les humanités numériques et peut-être les humanités tout court. Et bien évidemment, ma rencontre avec René a été absolument fondamentale dans cette évolution de ma carrière. À mon grand regret, je pourrais dire que je suis passé à la fois à côté de René et en dessous de René. Alors, il faut que je m'explique un petit peu quand même. Passer à côté de René, c'est que à aucun moment, il n'est intervenu dans ma formation dans le supérieur, contrairement à toi, Christian, et beaucoup d'autres ici. Il y a nombreux de ces anciens doctorants comme Philippe Fillot et notamment. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de le voir dans mon parcours d'homme en formation, en quelque sorte. Et puis, je suis passé dessous lui parce que finalement, je n'ai jamais réussi à le rattraper. Ça aurait été vraiment un grand honneur pour moi, par exemple, de signer un article avec lui. Mais c'est vrai qu'il était… je n'ai pas souvenir de livre ou d'article qu'il ait coécrit. C'est un très grand… Peut-être quelqu'un me viendra au contraire montrer qu'il y a des exemples. Et donc ça, c'est intéressant aussi, je pense, à voir. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il m'a profondément influencé. Je vais expliquer comment. En fait, je l'ai rencontré d'abord par ses écrits, je crois, et puis après, je l'ai croisé par hasard lorsque je fréquentais encore mes premiers groupes de recherche en sciences de l'éducation. Alors, ce n'était pas Experis, c'était un autre labo qui n'existe plus. D'ailleurs, ce n'était même pas un labo, c'était un groupe de recherche dirigé par Geneviève Jacquinot-Delaunay. Et notre première rencontre, dont je me souviens, c'est au kebab de l'autre côté de la rue, où je l'ai reconnu parce que c'était quand même une figure. Je pense que je l'avais vu que sur photo. Et je suis allé lui dire quelques mots. C'était la première fois. Et on a poursuivi. C'est comme ça que je suis rentré dans Experis en tant que chercheur participant, hein, même pas invité ni membre officiel. Mais c'était là le premier rapprochement. Sa lecture et nos quelques échanges m'ont fait très rapidement m'intéresser à l'éducation populaire parce que j'ai rencontré un moment où j'étais vraiment en phase de burn-out, dépression, du fait d'une approche sur les technologies éducatives vraiment centrée sur les techniques et pas du tout sur l'humain. Et ça a été le bon moment de le rencontrer, de m'ouvrir à ce que j'allais découvrir, la multiréférentialité, la complexité et plus loin que ça, la transdisciplinarité. Donc ça, j'avais rencontré ce domaine dans la structure UNIPAS, Université pour la paix, qui avait été fondée par Pierre Vell, qui faisait référence à Basarab Nicolescu, physicien quantique nucléaire d'origine roumaine, ayant travaillé au CNRS en France et ayant fait connaître ce domaine-là. Et je me suis aperçu, à ma grande surprise, quand j'ai adhéré à cette association, que René était membre du conseil d'administration. Ce dont on n'avait pas eu encore l'occasion de discuter, ni que je m'en rende compte. Et très rapidement, Basarab, après m'avoir mis un petit peu à l'épreuve, il cherchait un successeur, il a dû être satisfait de mes services, puisqu'il m'a fait rentrer au conseil d'administration du CIRET, et je me souviens très bien de René appuyant cette proposition pour me faire rentrer, disant que j'étais quelqu'un de sérieux, que quand je m'engageais, je le faisais vraiment. On avait eu juste avant ensemble l'expérience de la création de l'UCP, hein, l'Université coopérative de Paris, dont tu parlais tout à l'heure, Christian, à laquelle je suis rentré un petit peu après tout le monde, mais c'est vrai que j'ai pris rapidement des responsabilités, l'axe de la recherche, l'axe transdisciplinaire d'ailleurs, hein, que j'ai monté également à cette occasion-là. Et finalement, et je vais terminer avec ça rapidement, lorsqu'il a été question d'avancer un petit peu plus dans les responsabilités du CIRET, dont je suis président maintenant, eh bien, on a eu une réunion chez Basarab, René devait être là, il ne se présentait pas, il était en retard, le retard s'aggravait, je fais un petit peu de storytelling, jusqu'à ce qu'on entende une sirène d'ambulance au fond,
Et je me suis dit, j'espère que c'est pas pour lui. Et c'était pour lui. C'était un des premiers malaises, je pense, qu'il a fait malheureusement à cette époque. Alors, on s'est revu évidemment par la suite avec le parcours que la plupart d'entre nous connaissons ici. Alors, ce qui me fait vraiment plaisir de notre rencontre de ce soir, c'est que justement, grâce, tu le disais tout à l'heure, Christian, cette appétence de René pour les nouvelles technologies, la création de la licence en ligne, le fait qu'elle ait perduré, le fait qu'il ait créé de nombreux sites, qu'il les ait mis en interrelation, eh bien finalement, tu faisais l'hypothèse, lorsqu'on a préparé cette soirée, de savoir si nous serions nombreux ou pas, puisque la légende veut qu'un prof devenu émérite ou rentré à la retraite soit complètement oublié de ses pairs et de sa communauté au bout de 5 ans. Eh bien, écoute, les 5 ans, on y est. Et puis, je vois avec un immense plaisir que ce soir, on est déjà une trentaine de présents. Et donc, nous brisons ce lien fatal. René passe l'épreuve des 5 ans. Il est encore présent dans les communautés qu'il a créées, qu'il a animées. Et je terminerai justement avec une de ces communautés qui avait été créée en 2014 et qui s'appelait le groupe Spiritualité et Éducation. Alors, je vais mettre le lien dans le chat parce que le site fonctionne toujours. Il n'est plus animé. Hein. Il avait été initié par une autre de ses anciennes thésardes, Giusy Loumaré. Mais nous avons, pendant 3-4 ans, fait vivre ce petit groupe. Et il était présent d'ailleurs à toutes nos réunions, chaque fois qu'il pouvait, au moins les 4 premières. Et là aussi, nous avons mis des choses en ligne. Et ce sera peut-être intéressant, d'ailleurs, avant de passer la parole, de faire un lien depuis le journal des chercheurs vers spiritualitééducation.blogspot.com. Voilà pour ce que j'avais envie de dire. En retentissement, hein, un terme qu'il aimait beaucoup, la qualité de sa présence, le fait d'être vraiment dans l'ici et maintenant, et donc d'apporter quelque chose qui soit le plus utile pour tous les présents. D'accord, Florent. Bon, alors, il y aura d'innombrables choses à ajouter à tout ça, hein, ça va de soi. Mais au fil du temps, si on arrive à créer peut-être une communauté autour de tout ce qui vient d'être évoqué, on arrivera peut-être à en dire davantage. Mais si on veut respecter un peu ce qu'on avait imaginé comme emploi de ces 1h30, je crois que maintenant, on peut passer la parole aux personnes qui ont travaillé depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, autour de la nouvelle formule du journal des chercheurs. Parce que là, je vois parmi nous, je vois Christelle, je vois Lauriane, je vois Sonmi. Excusez-moi s'il y a quelqu'un que je ne vois pas. Je vois Eline aussi, que j'ai déjà mentionné. Alors, je pense que ce serait bien si ces personnes pouvaient prendre la parole parce qu'elles figurent vraiment comme des chevilles ouvrières pour la renaissance du journal. Alors, je ne sais pas si elles l'acceptent. Moi, dans un premier temps, je voudrais bien donner la parole à Eline que je vois là parce que sans elle, en fait, on ne serait pas là. Voilà. Tu me fais trop d'honneur, Christian. Je vais me présenter rapidement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas ce soir. Donc, je m'appelle Eline. Je suis personne. Non, en fait, de métier, je suis infirmière. Et en fait, j'ai mis un pied dans les sciences de l'éducation lors d'une reprise d'études en 2018. Et donc, c'est à cette occasion-là que j'ai découvert le travail de René. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer de son vivant. Je le connais que à travers ce qu'il a laissé comme écrit. Et ensuite, quand j'ai pu rencontrer Lauriane et Senmi. Et c'est vrai que pour moi, et je le sais, pour aussi beaucoup d'autres étudiants de cette licence et de ce master à distance, le site qu'avait laissé René avec tout ce contenu un peu à la fois fourre-tout et à la fois extrêmement précis, nous avait à tous à un moment ou à un autre servi. Voilà, par exemple, dans mon cours que j'avais suivi avec Philippe Illot, voilà, ou avec Christian aussi et Martine Maurice. Et c'est vrai que c'était un peu une mine d'or.
Et voilà, j'ai un petit côté curieux, culotté. J'arrêtais pas de me dire, mais c'est pas possible, ce site, il est moche. Il est très riche, mais il est très moche. Et je me disais, c'est pas possible, il est pas actualisé, il se passe quelque chose. Et un jour, en fait, j'en ai eu marre d'attendre, hein, très bêtement. Et une amie du master m'a rappelé au cours d'une conversation à ce sujet que René avait écrit un livre avec Christian qu'on avait eu en cours. Et du coup, j'ai tenté ma chance et tout bêtement, j'ai envoyé un mail à Christian en sollicitant à ce sujet-là. C'était vraiment un pavé dans la mare. Je ne pensais même pas que tu allais me répondre, en fait, Christian, au départ. Comme on sait que les enseignants dans les masters sont bien occupés. Et puis, en fait, bah, tu m'as répondu. Et voilà, de là, on a commencé à échanger autour de ce site. Et puis, est très vite venue l'idée voilà, de le remettre au goût du jour, de lui refaire une petite jeunesse. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment une super expérience de pouvoir vous côtoyer tous et de côtoyer du coup indirectement René. Et voilà, ça fait 1 an et demi maintenant, puisque je t'avais sollicité, c'était en juin 2021, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc moi, j'y suis pour pas grand-chose, à part, à part voilà, la petite énergie, on va dire, que j'ai mis pour, pour vous regrouper, en fait, parce que finalement, vous en avez fait plus que moi depuis tous. Et puis, voilà, je me permets aussi de remercier mon conjoint, alors qu'il n'est pas là ce soir, mais que j'ai embringué malgré lui là-dedans, parce qu'une des premières problématiques, c'était vraiment le versant informatique, très bêtement. Et il se trouve que mon conjoint est informaticien et développeur web de métier, donc je lui ai dit, bah, tu sais pas quoi faire le soir, allez, viens, regarde, ils sont sympas. Et voilà, du coup, on a pu monter ce petit groupe. Voilà, grâce aussi à Sonmi et Lauriane qui m'ont accueilli à bras ouverts avec Christian pour parler de tout ça. Et c'est une belle aventure. Je suis vraiment contente, pareil, qu'on soit une trentaine ce soir. Et voilà, on va tout faire pour que ça continue. Et voilà, on est ouvert aux suggestions, aux envies, aux besoins que vous pourriez émettre par rapport à ce site pour que ça poursuive le souhait, la pensée de René. Merci Éline. On a vraiment eu beaucoup de chance de te rencontrer, hein, à ton initiative. Et puis merci à toi de souligner le travail de Michael, hein, ton compagnon, hein, qui est vraiment pour beaucoup dans la renaissance du site, hein. Il faut vraiment le dire. Voilà, on continue si vous voulez. Qui veut bien dire quelques mots Je me permets de rebondir parce que je dois accueillir tout à l'heure Maïté. Maïté qui est la femme de Jean Lucani qui est décédée, enfin qui faisait partie de l'équipe, qui est décédée il y a quelques mois et puis elle sera là tout à l'heure. Donc peut-être je risque de ne pas être avec vous jusqu'au bout. Voilà, je suis Sonmi Kim Barbier. Femme de René Barbier. Mais justement, le site de Journal Chercheur qui ne fonctionnait pas depuis son décès, en fait, parce que c'est lui qui faisait fonctionner, en fait, qui aimait tellement bidouiller, enfin, faire des petits trucs dans son coin. Donc, en fait, le site ne fonctionnait plus après son décès. Ça faisait presque 3 ans, 4 ans qu'il ne fonctionnait pas. Ça me faisait vraiment mal au cœur parce que je savais à tel point René tenait à son site. Donc, c'était l'année dernière quand j'étais chez Jean Lucanu. On en a discuté et puis on en a parlé. Et voilà, c'est juste après cette discussion qu'on a rencontré Eline et via Christian. Et c'est comme ça, le journal a pu renaître. Je suis vraiment soulagée et je pense à René qui serait tellement heureux. Enfin, je suis vraiment émue là.
Voilà, donc oui, je voulais surtout vous remercier. Mais merci à toi, Sonmi, mais il faut dire que tu as énormément travaillé aussi autour du site hein, pour remonter de nombreux textes. Il y en a une centaine maintenant, plus que ça, 150 ou quelque chose comme ça. C'est pas fini, hein? Et c'est qu'un début. Et c'est qu'un début parce que tu me corriges, Sonmi, si je dis une sottise, sur le site tel qu'il était au décès de René, il y avait à peu près au moins 1000 textes dessus. Presque les 1001 textes, quelque chose comme ça. Donc, on est encore loin d'avoir tout réextrait des archives ici et là. Mais en tout cas, je salue avec toi en même temps la mémoire de Jean Le Canu. Un petit texte pour lui et figure sur le site, hein, ainsi qu'une petite vidéo, dans l'endroit réservé à l'audiovisuel. Merci à toi. On reprend la parole quand on veut, hein, dans l'équipe naturellement, mais peut-être on tourne. Qui a envie de dire quelques mots? Un petit mot. Moi aussi, je suis un peu émue, j'avoue, parce que ce travail sur le… Alors moi, je suis Lauriane, je suis la fille de René. Donc, je fais partie de la petite équipe qui a remis en selle ce site. C'est vrai que mon père avait vraiment à cœur de livrer l'ensemble de son travail, de ses réflexions librement sur Internet, puisque Internet le permet. Et ça, c'était important pour lui de ne pas forcément passer par des revues scientifiques, mais pouvoir livrer justement toutes ses réflexions et son travail pour que les étudiants puissent en profiter. Donc voilà, c'était un site très, très riche avec énormément de contenu. Après, avec l'esprit de mon père qui était un petit peu, comment dire, fouillis ou en tout cas créatif, on va plutôt positivement, on va dire, donc avec effectivement pas forcément de structure. Donc ça a été compliqué de structurer l'information. On a essayé de faire au mieux pour essayer de créer des rubriques, de créer un moteur de recherche, voilà, pour que toute cette matière puisse être trouvée par les étudiants ou n'importe quelle personne souhaitant avoir accès à la pensée de René. Donc, je pense que voilà, on n'a pas mis les petits oiseaux, les petits gifs animés qui étaient très chers à mon père. Mais voilà, on est resté plus sobre que lui, je pense. Néanmoins, on a fait ce travail qui est un démarrage. Aujourd'hui, il y a essentiellement que du texte. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail de l'ensemble des personnes qui ont intégré pour les mettre dans les bonnes rubriques et intégrer toutes ces références. Après, ça va s'enrichir de vidéos, d'audio. Voilà, mais ça, vous pourrez en parler aussi. Voilà. Moi, c'est juste ce que je voulais dire et je vous remercie comme Sonny énormément pour ce travail. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'était un site très important pour mon père, en fait. C'était vraiment je dirais un travail du quotidien. Il se penchait toujours sur le journal des chercheurs. Voilà. Merci Lauriane. Et puis merci aussi du même coup à toi et puis à Sonny hein, d'avoir autorisé ce bricolage nouveau sur le journal. Hein. Parce que moi, je ne me serais jamais lancé là-dessus à la suite du contact pris avec Éline, sans votre autorisation, naturellement. Voilà, merci donc. Je te laisserai la parole après Florent. Hein. Là, je fais le tour. Non, c'est toi qui as le plus communiqué avec l'équipe, donc c'est bien. Profitons-en pour que tu continues à distribuer la parole parmi tous ceux qui font que c'est grâce à eux que nous sommes réunis ce soir. Et puis après, je vois qu'on a plein d'amis également aussi qui viennent de la psychologie transpersonnelle, de groupe Krishnamurti. Donc ils auront le loisir de s'exprimer également après. Mais terminons comme on avait prévu déjà les chevilles ouvrières.
Alors, parmi les chevilles ouvrières, je vois Christelle. Christelle, c'est notre poétesse, pas seulement poétesse, hein, c'est plein d'autres choses. Mais je sais qu'elle a déjà beaucoup travaillé sur le site pour y replacer des poèmes qui étaient jadis et d'autres choses aussi. Là, voilà, Christelle, si tu as envie. Oui, merci Christian. Bonsoir. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je vais faire comme René m'a appris, je vais improviser. J'ai eu la chance d'être son étudiante, qui soit mon professeur à l'université il y a plus de 25 ans. Donc, j'ai suivi ses cours sur Krishnamurti, sur l'autorisation noétique, sur le croisement des savoirs à Descartes, qui était un cours exceptionnel, expérientiel. Mais je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'atelier d'improvisation mythopoétique que j'ai suivi 4 ou 5 années de suite. Ce que je peux dire, c'est que René a réveillé chez moi la poésie et que depuis, j'ai jamais arrêté d'écrire. On a toujours gardé contact par l'intermédiaire de mon compagnon, Florian Massiot, avec qui il a travaillé de longues années, et aussi par la poésie, parce qu'on s'échangeait des poèmes et que j'ai aussi la chance d'avoir dans ma bibliothèque un certain nombre de recueils qui lui appartenaient et j'en suis très touchée. Peut-être 2 mots sur mon parcours. J'ai été médiatrice artistique en théâtre et en écriture auprès de publics, personnes fragilisées socialement. Et puis, je suis devenue enseignante et formatrice d'enseignants. J'ai été très inspirée par René, parce qu'il m'a appris, et aussi par la façon dont il était, par son positionnement face à ses étudiants, qui était à la fois un positionnement, comme il en parlait, très impliqué, tout en ayant le détachement nécessaire. Et ça m'a beaucoup inspirée dans mon travail. Et voilà, aujourd'hui, je suis en formation à l'hôpital Sainte-Anne pour devenir art-thérapeute en médiation-écriture. Donc, il y a beaucoup de cohérence dans tout ça, dans ce parcours. Et en tout cas, il est toujours là, même si maintenant, je suis plus dans le soin que dans l'éducation. Et il y a beaucoup de ponts entre ces deux champs de travail. Concernant le travail que j'ai fait sur le site, alors c'est peu de travail au regard de mes compagnons qui ont travaillé sur des textes très fournis. Les poèmes le sont beaucoup moins. Il reste beaucoup de poèmes, Sunny confirmera, à publier, et ça nous permettra aussi qu'il y ait une dynamique dans le site et des nouveautés. Pour l'instant, il y a encore très peu de poèmes. J'ai quand même réussi à placer un audio parce que entendre René dire un poème, c'est quelque chose, et je vous conseille vraiment cette expérience-là. Voilà, que dire d'autre sur l'importance de la poésie pour lui? Je crois que plus il a avancé dans sa vie, plus ça a été important. Je me souviens de l'avoir entendu dire que finalement, il se sentait plus poète que sage. Et puis peut-être une anecdote sur la rencontre. C'était une période de sa vie où il vivait un deuil très douloureux, une mort qui était arrivée très brutalement. Et je crois qu'il n'a pas eu d'autre choix que de recommencer ce cours d'improvisation mythopoétique à l'université. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous l'a présenté. Il l'avait arrêté depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et ça s'est imposé à lui comme quelque chose, je crois, de vital. Et c'est à cette occasion que j'ai commencé à écrire de la poésie. Donc, je trouve que voilà, ça valait la peine d'être raconté.
Je voudrais aussi parler de Christophe Forgeot, qui est poète et ami de René et qui m'accompagnera dans le travail sur la poésie dans voilà, dans le site. Voilà. Merci Christelle. Au passage, en sortant de la poésie, tu l'as évoqué très rapidement, Christelle, Florian, ton compagnon donc. Et Florian, ainsi que Sodmi d'ailleurs, ont vraiment été d'une importance capitale quand on travaillait avec René pendant 5 ans sur la mise en place des premiers enseignements en ligne sur Internet à Paris 8. Et sans Florian et sans Sodmi, leur aide non seulement technique mais aussi pédagogique, eh bien, les licences et masters actuels en ligne n'existeraient pas. Je ne crois pas. Voilà, je veux aussi mentionner ça juste après la poésie. Voilà, je peux dire, pour lui, il n'est pas là, mais à quel point René, en tant que professeur et beaucoup plus maître de sagesse, on pourrait dire, et ami, a compté et continue de compter dans sa vie, dans nos vies. Nos enfants le connaissent. C'est une référence aussi pour eux. Donc voilà, il a impacté toute la famille. Merci. Donc, je pense là, est-ce que j'oublie quelqu'un dans l'équipe dans les noms qui apparaissent, je crois qu'on a fait… Isabelle. Isabelle. Isabelle, oui, Isabelle. Alors, moi, j'avoue que j'ai très peu travaillé sur le site. J'étais là plus en background et j'ai essayé mais alors là, de très pompeusement ressentir ce que pouvait regarder René d'en haut sur les couleurs, sur la manière dont ça allait fonctionner. Et là, je ressens une joie tellement intense. Pour lui, c'est extraordinaire, sincèrement. Ça, je trouve ça, c'est un cadeau que nous lui faisons collectivement et qui le rend en vie, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'était déjà une chose. Ben moi, en fait, j'ai connu René parce que Bernard, mon mari, était son étudiant en BUFA. Après, il a été son directeur de thèse. Et en fait, c'est vraiment le grand ami de la famille. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai malheureusement pas été son étudiante, mais du fait qu'on ait passé 14 ans en Chine, on avait vraiment de grandes discussions sur la philosophie taoïste. C'est René qui nous avait fait connaître notre premier prof de Qigong à Pékin. Et donc, toute cette appréhension de la philosophie par le corps, auquel il tenait aussi beaucoup, parce que c'est quand même aussi une intuition réelle de ce réel monde dont il parlait. Voilà, et je dois dire que moi, jusqu'au bout, je consacrais de plus en plus de temps quand j'allais à Paris, parce que j'avais laissé mon travail de diplomate en Chine pour devenir coach. Et mon plaisir était de passer de plus en plus de temps avec René. Et je dois dire que j'avais mes petits cours particuliers. Et c'était juste un bonheur immense de vivre tout ça. Parce que je crois que ce qui est important aussi je me suis définie comme ça sur le site, c'est mon père spirituel, mais cette spiritualité laïque qu'il a défendue, qu'il a explicitée grâce aussi à son approche poétique, est à mon avis d'une très grande actualité. Donc j'espère que ce site va inspirer beaucoup et voilà, merci à tous. Merci Isabelle. Donc là, si je… Philippe aussi. Philippe. Oui. Je n'ai pas participé hyper activement pour la reconstruction du site, mais j'ai été quand même un peu partie prenante de ce projet. Oui. Moi, l'idée, c'est de répondre un peu au rapport qu'on a pu entretenir avec René. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années quand j'ai eu un projet de thèse
un projet de thèse début 2000 autour de 2 mots que j'avais lancés comme ça sur un bout de papier, éducation et spiritualité. Voilà, c'est un peu le point de départ un peu de ma rencontre avec René Barbier. Quand je dis 2 mots, ça serait plutôt 3 mots parce qu'il y a le mot « et » entre les deux qui est vraiment important parce qu'il y a une relation et un dialogue. Et je l'avais contacté parce que j'avais lu un ouvrage qu'il avait coordonné qui s'appelait « Éducation et sagesse » dans la collection Question 2 chez Albin Michel. Donc, je lui avais écrit une lettre, il m'avait répondu assez rapidement. Après, on s'était rencontrés. Et puis, hop, voilà, j'ai démarré une thèse de cette façon-là. Sinon, je n'aurais jamais fait de thèse, à vrai dire. Je n'avais aucune envie de faire une thèse en dehors de cette personne que j'ai rencontrée par le biais de la lecture. Sinon, ça aurait été une thèse pour faire une thèse et ça ne m'intéressait pas trop. Et d'ailleurs, au départ, il m'a dit bah, il est super ton projet, mais à mon avis, tu te tires une balle dans le pied pour ta carrière. Il faut quand même faire une thèse. Je lui ai dit bah oui, on y va, banco. Il a été assez prophétique là-dessus, d'ailleurs. Voilà, alors ce que j'aimais bien chez René, évidemment, c'est ce qui a été un peu évoqué à certains moments, c'est son ouverture, déjà, son ouverture d'esprit extrêmement large, et notamment son ouverture aux spiritualités orientales. C'est quand même très, très, très rare à l'université. Krishnamurti, évidemment, mais aussi les sagesses chinoises, le taoïsme, et puis aussi des textes mystiques. Voilà, c'est la dimension poétique aussi qui était très, très importante et qui est très parlante pour moi aussi, parce que j'ai une formation en artistique. Voilà. Puis après, j'ai développé après la thèse, j'ai développé toujours ces thématiques autour d'éducation et spiritualité dans le cadre de l'IED. J'ai repris son cours qui s'appelait Questions sur l'éducation, qui était un peu l'occasion pour moi de transmettre la pensée de René Barbier, si complexe et si difficile à délimiter, mais qu'il ne faut pas délimiter, justement, au contraire, il faut la développer dans tous les sens, un peu comme un labyrinthe. Donc, j'ai beaucoup aimé reprendre ce cours-là, qui n'existe plus, mais je continue un cours à l'IED depuis maintenant une bonne douzaine d'années, autour de ces questions éducation et spiritualité. Je vois une ancienne étudiante, d'ailleurs, Bouchra, là, super. Justement, je faisais les journaux des étudiants là, à l'occasion de ce cours et je suis retombé sur ton journal. J'ai une pile comme ça de journaux d'étudiants, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et alors, puis récemment, j'ouvre un cours à Reims, parce que je travaille à l'université de Reims, un cours en licence de sciences et d'éducation qui s'appelle, comme par hasard, Approche transversale. Et sinon, au-delà des contenus, des thématiques de recherche, etc., bon, moi, je ne suis pas très académique et je crois que René n'était pas très académique non plus, donc on était un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Ce que j'aimais bien, c'est sa manière d'être, son attitude de vie, ces phrases qu'il pouvait avoir très, très fulgurantes, un peu à la manière d'un moine zen, ses colères aussi que j'aimais bien, son côté iconoclaste, rebelle, libre aussi. Voilà, c'est vraiment un exemple de liberté de pensée. Et la liberté, c'est quand même quelque chose d'assez rare à l'université. Voilà. Et puis alors évidemment aussi Jean Le Canu, avec qui j'ai, pour rendre un peu hommage aussi à Jean, j'ai dirigé avec lui un petit ouvrage collectif où il y avait un texte de René Barbier, donc c'était très, très touchant de rassembler dans un même livre des rencontres personnelles. Si on veut, je suis un peu un disciple de René. Même s'il n'aimait pas trop le mot disciple, puis moi non plus. Je crois que Krishnamurti disait les maîtres détruisent les disciples et les disciples détruisent les maîtres. Bon, donc je suis un faux disciple et puis
René, c'est un faux maître. Hein. Bien, merci Philippe. Juste avant de te donner la parole pour les 45 minutes qui restent, Florent, pour que tu drives le groupe pour la suite, si on peut parler ainsi. Moi, je suis vraiment content de ce qui arrive, même si, en fait, curieusement, j'avais pas beaucoup d'atomes crochus avec René pour ce qui est des recherches. Moi, je suis pas poète du tout. J'ai jamais été faire des articles sur l'Asie, sur des choses inspirées du bouddhisme, de Krishnamurti encore moins. Le transversal, c'est vraiment pas mon truc. Euh, et pourtant, rétrospectivement, je me rends compte que avec René, on a fait pas mal de choses ensemble et on a écrit, je crois, quelque chose comme 3 livres ensemble. C'était étrange. Euh, Parce que normalement, nos itinéraires de pensée et de recherche n'avaient pas grand-chose à voir. Hein. Moi, dans mon rapport à cet homme, il y a quelque chose d'étrange, de non élucidé. Hein. Je pense plus ou moins savoir pourquoi, mais il y a quelque chose qui demeure un peu dans l'ombre, et puis c'est pas mal que ça demeure dans l'ombre finalement. Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment content de ce qui arrive parce que j'espère que ça va démentir ce qu'il me disait souvent. Et on verra s'il a raison ou pas, mais il faudrait attendre peut-être 1000 ans pour le savoir. On ne restera pas jusque-là. À savoir que de toute façon, rien ne reste, rien ne demeure. Tout disparaîtra. Tout disparaîtra. Et tu as raison de rappeler, comme tu l'as fait tout à l'heure, Florent, que la mémoire des universitaires disparaît très vite des lieux qu'ils ont hantés, en quelque sorte. C'est vrai qu'il disait que quelques années après le départ en retraite d'un universitaire, tout est oublié de ce qu'il a fait. Et donc, là, ce qui arrive en ce moment, ça peut être une expérimentation par rapport à cette prédiction, à ce présupposé que tout peut disparaître très, très vite. Et ça serait, si on arrive à faire renaître quelque chose avec des générations beaucoup plus jeunes que nous, qui ne l'ont pas connu de son vivant, ça serait un peu un démenti qu'on pourrait lui apporter a posteriori. Et je serais bien content de le démentir de ce côté-là, comme il y a beaucoup de points sur lesquels on n'était pas d'accord. Bon, ben voilà, on ne serait pas d'accord sur ce point-là non plus, et ce serait très bien. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer maintenant, surtout avec les générations plus jeunes que nous, par l'intermédiaire de ce site. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Alors, ce site, dernier point, bon, ben, il va être de plus en plus alimenté hein, au fil des mois, au fil des années. Si vous avez vous-même de votre côté des archives, des textes, des enregistrements sonores, des vidéos, faites-nous les parvenir de façon à ce que l'on développe de plus en plus ce site. Outre les textes, actuellement, il y a 6 heures de vidéo où on voit René s'exprimer sur ses objets de recherche, où on voit aussi apparaître des personnes qui lui ont été très proches, comme Jean Le Canu, bien entendu, mais aussi un peu plus lointainement Jacques Ardoineau, qui a vraiment eu une grande influence sur René pour l'aspect multiréférentiel. Voilà, bon, j'en reste là, je me tais et je te passe le bâton de parole, Florent. Merci. Alors, j'ai mis dans le chat le lien vers le site, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis le début, mais on l'a toujours pas montré. Et pour finir le tour de table des personnes qui ont vraiment participé le plus activement, mais bien sûr, ça dépasse le cadre des présents qui ne sont pas avec nous ce soir et qu'on a peut-être évoqué un peu trop rapidement. Donc, Christelle Dumont, je ne crois pas qu'on ait parlé encore de son rôle ou de ce qu'elle a pu faire. Michael Sylvestre a été fait rapidement, comme Christophe également. Et puis pour tous les autres, je crois que ça a pu être fait. Et comme tu viens de lancer un appel à faire vivre le site et à proposer, alors on a vu que pour l'instant, on a juste les 10%. Hein, c'est vraiment la partie supérieure, émergée de l'iceberg, hein, qui a pu être mise en ligne. Si on part sur 1001
plaisir au total. Il y en a 100%, il y en a 10%. Et en haut, on voit là, on a un petit lien mail pour prendre contact avec les personnes en charge de la vie du site et de son alimentation. Bon, donc très rapidement, hein, c'est organisé par rubriques qui elles-mêmes ensuite se décomposent évidemment en sous-rubriques, dont la poésie, dont nous avons eu l'occasion de parler pour l'instant. Donc tu m'as démenti tout à l'heure, hein. Effectivement, ça m'était sorti de la tête, mais ensemble, vous avez fait La joie d'être grand-père, si je ne me trompe pas. Hein, tu en as cité 3. Les 2 autres m'échappent. Tu peux nous le… Mais d'ailleurs, il mériterait au moins celui-là, comme il était en accès libre, de figurer sur le site. Tu te souviens un peu pour les autres? Ouais, l'autre, c'est pour en finir avec le management efficace. Avec Fourcade également. Oui, alors François Fourcade, que j'en profite pour signaler sa mémoire. François Fourcade, qui était le directeur du CIRP, le centre de recherche en innovation pédagogique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, de mémoire. Hein. Voilà, très bien, voilà. Et donc René, il était conseiller scientifique, et moi, j'y étais rien au départ, je ne voulais absolument pas y aller. Il a fallu plusieurs années pour que j'y mette les pieds. Et finalement, ça a terminé par une écriture à 3 entre François, René et puis moi sur une nouvelle conceptualisation, éventuellement, si on est un peu pompeux, d'un management qui ne serait pas le management tel qu'on le connaît habituellement. Alors ça, c'est le 2e bouquin qu'on aurait fait ensemble. Non, dans l'ordre, d'ailleurs, c'était le 2e. Et puis, il y a l'autre que l'on a fait, même s'il n'est pas crédité dans le collectif, dans la direction, c'est le livre sur l'enseignement en ligne, auquel, bien sûr… d'apprendre en ligne à l'université, je crois. Apprendre en ligne, il faudrait demander à Sodmi, je ne sais plus le titre exact. Le plaisir d'apprendre, il me semble. Oui, le plaisir d'apprendre en ligne à l'université, quelque chose comme ça, qu'on a co-dirigé avec Sodmi. Mais en fait, René était très, très présent aussi pour ce livre. Voilà, les trois choses qu'on a commises ensemble. Et peut-être pour compléter, puis après on va passer la parole, il y a également dans les locaux du CIRP, il y a eu cette magnifique superproduction franco-française de l'éducation s'en ira le long des chemins. Je crois que je déforme un petit peu le titre. Oui. Non, c'est un film de fiction en fait qu'on a tourné en 3 heures, un film de fiction avec des comédiens, avec des comédiens ou d'anciens comédiens, et puis des personnes pas comédiennes du tout, mais qui disaient un texte qui reflétait en grande partie des partis pris d'éducation nouvelle, teintés d'un peu de Krishnamurti, d'Edgar Morin, de Castoriadis, ici et là. Et voilà. Et René est présent dans ce film. Il dit quelques répliques, et il est disponible sur YouTube. Et ça s'appelle exactement L'éducation s'en viendra au long des jardins. C'est une allusion à Apollinaire. Voilà. Bon, j'avais beaucoup déformé. J'en profite pour montrer la chaîne YouTube que tu évoquais, qui a été montée donc en parallèle et dans un 2e temps au Journal des chercheurs, avec effectivement les éléments multimédia que nous avons pu récupérer et sur lequel nous mettrons ce film, évidemment, hein, qui retrace bien également son approche de ces philosophies éducatives. J'ai envie de le mettre au pluriel. Voilà, j'arrête le partage et puis peut-être maintenant on peut passer la parole à l'audience. Je vois avec un grand plaisir que Jean-Louis Legrand nous a rejoint, compagnon de route de longue date de René, mais également tout un tas d'autres personnes qui l'ont connu de près ou de loin. Donc là, ce qu'on a prévu, on a prévu une demi-heure devant nous. Hein. Bien sûr, on n'est pas obligé de rester jusqu'au bout, les uns et les autres. Donc, c'est le moment d'un échange convivial entre nous. Puis à la fin, on fera une petite synthèse et un rappel, une projection pour la suite de la vie du site, et notamment au travers d'une mise en place régulière de ces fameux ateliers à visée philosophique éducatif
donc j'ai pris un petit peu sa suite à tes côtés. Mais pour l'instant, place aux échanges. Alors, si le premier intervenant a du mal à se lancer, on peut passer directement au deuxième. Oui. Au troisième. Voilà. Bonjour. Donc, vous m'entendez bien? Ouais. Donc, je suis le troisième intervenant. Déjà, merci beaucoup pour ce site que vous mettez en ligne. Moi, René, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois. C'était la première fois que je rencontrais un chercheur. À l'époque, j'étais en formation DGEPS dans l'animation. Et je tentais tant bien que mal de mettre en place une recherche-action. Et donc, j'étais lecteur de Krishnamurti. Et donc, avec la magie de Google, je crois que j'avais tapé Krishnamurti et Lacan. Et j'étais tombé sur René Barbier. D'ailleurs, je n'ai jamais lu Lacan. Et bref, voilà, en tout cas, j'ai découvert René Barbier. J'ai découvert son petit livre, La recherche-action existentielle, qui m'a complètement embarqué. Et du coup, je lui ai écrit. Et il a accepté de me recevoir. Donc, j'ai été chez lui. Et on a échangé, il m'a un peu conseillé sur le dispositif que j'étais en train de bricoler, en me conseillant surtout de ne pas suivre son livre et de faire complètement autre chose. Et voilà, c'était le premier contact avec René Barbier et avec Paris 8. Et quelques années après, du coup, j'ai suivi le master ETLV à Experis. Et là, j'ai découvert donc aussi les travaux de Ruud Kanterkoen sur le praticien-chercheur, que j'ai beaucoup utilisé, et puis les travaux de Jean-Louis Legrand sur l'histoire de vie et l'impléxité. Et donc pour moi, là maintenant, je suis en doctorat à Nanterre sur des questions de protection de l'enfance avec le CREF. Mais vraiment, c'est un peu un fondement théorique pour moi, voilà, ces trois auteurs que je viens de citer de Paris 8. Et donc, merci beaucoup. Voilà, je suis très content de voir ce site et que je vais aller explorer. Merci Martin pour ton témoignage. Est-ce que parmi les présents, il y en a qui ont eu un peu le temps avec les invitations envoyées d'aller jeter un œil? Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup perdu du point de vue des emojis et émoticônes animés. Hein, c'est vrai que ça piquait un petit peu les yeux, ça m'avait beaucoup surpris au début. Et puis finalement, on s'y fait. De la même façon que j'avais été, ça m'avait vraiment frappé pour une approche universitaire, que les premiers articles ou rapports ou livres que je lise de René soient autant illustrés de dessins dont en plus il était l'auteur. Et ça m'avait frappé. Je me disais, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est vraiment un accès de liberté. Et puis, c'est une prise de risque aussi hein, par rapport à sa communauté, notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche. Bon, donc tout ça, ça m'avait beaucoup plu. C'est plus sobre maintenant, c'est plus lisible. Ce sera probablement beaucoup plus facile à maintenir, à enrichir et à tenir à jour. Ce qui est aussi un début, hein, évidemment, du travail qui a été entrepris par l'équipe qui nous réunit ce soir. Est-ce que certains d'ici ont eu le temps d'explorer? Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont trouvé ce qu'ils ne cherchaient pas, ce qui est encore plus intéressant. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ça nous fait beaucoup de possibilités. Qu'en pensez-vous? Moi, je peux intervenir. Moi, c'est Virginie. Bonsoir tout le monde. Je vous parle du Québec, où il est 14h chez nous. Alors, moi, j'ai fini une thèse qui s'intitule Éducation, nature et spiritualité, développement d'un modèle holistique d'éducation. Et c'est vrai que Barbier a été très inspirant et il est vrai aussi, alors,
le premier ouvrage que j'ai lu de Barbier, c'était La recherche-action. Et après, c'est l'approche transversale sur l'écoute sensible en sciences humaines. Et ça a été vraiment très, très inspirant. Donc, c'est vrai que j'ai cherché à voir d'autres ouvrages de lui, puis ce n'était pas facile. Je reconnais que j'ai eu du mal. Alors, moi, je suis très contente de ce site avec ce regroupement de tous ces savoirs et de cette expérience de vie, parce qui est totalement transdisciplinaire avec cette action justement de la sagesse et de la poésie. Donc, c'est totalement en ligne avec le modèle que je développe. Donc, merci beaucoup. Et puis, je ne peux pas encore répondre aux questions que tu as posées, Florian, mais j'irai chercher de façon détaillée tout dont j'aurais besoin et je reviendrai par après. Mais en tout cas, merci beaucoup de cette initiative bien stimulante. Merci Virginie pour ton témoignage. Tu l'as soutenue ta thèse ou c'est en cours? Je me souviens Non, plus. ça y est, c'est passé, c'est fini. Bravo, bravo, félicitations et bienvenue dans la vie d'après la thèse. Oui, merci. Un postdoc. Super. Moi, je veux bien prendre la parole. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bien. Merci Katia. À toi la parole. Ah oui, bonsoir. Moi, René Barbier, en fait, j'ai l'impression que pour moi, c'est un point. Un point, c'est tout. C'est-à-dire, j'ai déménagé à Paris, donc je venais du sud de la France, et je venais des pratiques du Tai Chi Chuan, et très imprégnée de Krishnamurti. Et comme par hasard, parce qu'en fait, je m'étais installée un peu au nord de Paris 8, donc je connaissais absolument rien à l'université. Et par contre, j'avais tapé sur le net Krishnamurti, université, parce que je voulais justement faire un travail sur le Tai Chi Chuan. Et je me rappelle que j'avais écrit à M. Barbier qui m'avait, comme je l'ai entendu chez les autres aussi, il m'avait accueilli et nous avions vraiment discuté pendant longtemps. Et je me rappellerai toujours de cette phrase qui m'avait un peu interloquée. Il m'avait dit oui, le tai chi, ça marche pour vous parce que vous y croyez. Ah. Et pour moi, je n'ai pas pu en débattre après avec lui. Mais donc lui, il venait de prendre sa retraite et j'ai commencé un master justement en ligne. Et c'est vrai que tout ce master, même là, je suis retombée sur un courrier, puisque quand vous avez demandé des écrits, j'ai un peu fouillé ma boîte mail. Et il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il m'avait demandé de publier mon master sur le journal des chercheurs, qui était donc sur le Tai Chi Chuan et sur un peu l'alchimie taoïste. Voilà, donc pour moi, je vous remercie aussi d'avoir fait ce chemin de reconnaissance, en fait, et cette matérialisation de reconnaissance qui compte, je pense, beaucoup pour toute cette chaîne humaine qui est autour de Paris 8 et autres. Enfin, voilà. Après, j'étais allée à l'ISSM, enfin, voilà. Puis j'ai quelques poèmes aussi, parce qu'on écrivait souvent, on échangeait par poèmes. Donc, peut-être que je vous les ferai passer au fur et à mesure que je les rassemblerai. Voilà. Et je vois qu'il y a Jean-Louis Legrand, et ça m'aurait un peu touché, qui nous parle aussi de la connaissance qu'il avait de René Barbier, puisque pour moi, ça fait lien, parce que Paris 8, pour moi, c'était René Barbier. Puis, voilà. Rémi S, en fait, parce que René Barbier m'a dit, vous ne pouvez pas travailler avec moi, mais allez à Paris 8, et peut-être que vous pourrez travailler avec Rémi S, il m'a dit. Donc, Rémi S était devenu mon directeur de mémoire du master. Continué en thèse et que j'ai, pour l'instant, je ne l'ai pas soutenu, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ça va venir. Voilà. Je vois que Philippe, il rigole. Voilà. D'ailleurs, pour Philippe, voilà, le yoga m'a appris, le yoga égyptien de Babacar Khan, voilà, qui fait lien avec les arts martiaux chinois. Voilà. Merci. Merci Katia, on te soutient de tout cœur dans cette terrible épreuve du doctorat. Donc,
Parfois, on a du mal. Alors, tu as lancé une adresse à Jean-Louis. Jean-Louis, je ne sais pas si tu veux en profiter pour dire quelques mots suite à cette ovation populaire. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que c'est la première fois qu'en fait je rejoins un Zoom. Hein, c'est un grand honneur que tu nous fais et on t'entend très bien. Bon, bah, c'est formidable. Oui, c'était pour dire, bon, bah, je me sens un peu un ancien combattant. À la fois, j'ai rompu un peu avec tout ce qui était universitaire et université. Je n'ai pas demandé les méritats, etc. Mais c'est vrai que ce journal des chercheurs, c'est quand même félicitations d'avoir remis ce travail en ligne. Hein, et je sais combien c'était important pour René. Souvent, quand je voulais avoir des nouvelles, j'allais voir avant sur le journal des chercheurs, parce que René, il s'impliquait beaucoup, comme l'a dit Lauriane. Hein. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose de très important. Moi, j'avais été son étudiant dès les années 75, hein, à l'époque à Vincennes, avec ce que disait Christelle là, sur les approches mytho-poétiques de l'éducation. Et pour moi, ça avait été probablement un des collègues, enfin de ceux qui est devenu des profs qui m'ont le plus inspiré. Et je suis devenu son collègue et je l'en remercie beaucoup parce que c'est en partie grâce à lui aussi que j'ai pu explorer toutes ces contrées. Enfin, voilà ce que je voulais dire et merci d'avoir fait ce travail qui, je ne doute pas, dans tout ce qui se passe actuellement, risque d'être vraiment interrogé par des jeunes chercheurs. Hein. Et quand on regarde quand on regarde rétrospectivement 20 ans, 40 ans en arrière, ce qui se passait, un peu les thèmes sur lesquels était René, il n'y a pas besoin d'être grand prophète pour voir toute l'actualité que ça a dans le monde d'aujourd'hui, sur l'écologie, la sagesse, etc. Enfin, on voit tous ces thèmes qui sont omniprésents alors qu'à l'époque, ils étaient très, très, très marginaux. Voilà ce que je voulais dire et puis merci encore à vous d'avoir fait tout ce travail que je vais aller explorer. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour tes paroles. Et oui, cet aspect effectivement un peu visionnaire, voire prophétique, sur des thématiques apparaissant en marge à l'époque. Hein, même si le mot d'anthropocène, par exemple, n'était pas aussi populaire qu'il l'est devenu, on était bien dans cette idée d'une vision globale, holistique, contemporaine, où toutes les sphères s'imbriquent et s'impactent. D'où ces notions de multiréférentialité, de transversal, hein, qui étaient des thèmes, mais effectivement, je pense qu'au moins en sciences de l'éducation et de la formation, il était certainement très, très précurseur et probablement assez incompris, comme malheureusement la plupart des précurseurs. En même temps, on peut dire que certains ont parlé ici d'une relation de disciples. Moi, j'aime bien dire, pour moi, ça a été un éveilleur de conscience. Hein, quelqu'un qui m'a permis de voir plus grand que moi, de comprendre des choses. Et espérons effectivement que ce site va permettre de poursuivre cette mission qui s'était donnée, ou en tout cas qui est devenue la sienne. Hein, je ne sais pas dans quelle mesure il a cherché ou pas, ou alors juste le fait de la présence, les choses se sont faites. J'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça. Et d'ailleurs, nous, ce travail s'est fait aussi, hein, je crois, avec beaucoup d'huile de coude, beaucoup de réunions. Mais finalement, quand c'est le bon moment, les choses se font. Effectivement. D'autres témoignages peut-être ou inspirations? Bouchra, j'ai très envie de
de te passer la parole parce que déjà, tu as laissé ta caméra ouverte. Et puis parce que tu as été très rapidement très active dans le groupe que j'évoquais tout à l'heure, hein, Éducation et Spiritualité, qui était né après le numéro de pratique de formation analyse, la revue de Paris 8, qui elle-même est en cours de renaissance d'ailleurs. Christian, tu nous diras peut-être un petit peu, parce que tu es comme le phénix, hein, partout où tu passes, descendent, renaissent de nouveaux avatars. Donc, on se garde ça pour un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ce numéro que j'évoque de 2014 et qui était sur la thématique, alors je ne vais pas voir les noms exacts, mais en gros, c'était parcours de formation et spiritualité où quelqu'un pourra peut-être qui ferait du fact-checking pendant que nous parlons, pourra me corriger. Mais c'était un numéro voilà, vraiment spécial, je pense très, très novateur. D'ailleurs, dans l'éditorial que tu as dû écrire, je crois, Jean-Louis, tu soulignes bien cet aspect que c'est une première en France, hein, de faire un numéro thématique d'une revue de sciences de l'éduc sur le spirituel. Et à l'issue de la présentation au CNAM qui avait eu lieu, plusieurs d'autres groupes d'ailleurs, le même jour, se sont fondés. Il y a eu un groupe sur éco-formation et spiritualité, si je me souviens bien, notamment en partie avec des collègues justement de l'Université coopérative de Paris, notamment autour de l'auto-formation. Et puis après, dans la lignée de Gaston Pinault, auto, éco, hétéro. Voilà. Ah, merci beaucoup, Philippe. Tu as la bibliothèque, tu n'as qu'à tendre la main derrière toi pour la taper. Donc, tu peux nous dire le titre exact, s'il te plaît, Philippe? Pratique spirituelle, auto-formation et interculturalité. Voilà, c'est ça. Il m'en manquait les 2 tiers. Et donc, le PDF est disponible en ligne. Oui, gratuitement, oui. Donc, on peut le récupérer. Reste à retrouver la bonne adresse. On avait mis un lien sur le site, le blog, justement, mais entre-temps, ça avait changé et on n'a plus la main pour l'actualiser. Alors, Bouchra, est-ce que tu as eu le temps de te préparer avec tout ce que j'ai pu dire? Ah, ouais, j'espère. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Moi, René Barbier, je n'ai pas eu la chance de le connaître. Je l'ai connu à travers le cours de Philippe Pio, qui est un cours très, très important dans ma vie. Et ce qui est assez étrange, c'est en fait, c'est des mots qui m'ont accompagnée quand j'évoque René Barbier, c'est reliance. Et puis aussi une association de mots qui m'ont aussi accompagnée dans mon parcours par la suite, c'est il n'y a pas de cohésion sans cohérence. Et je sais qu'une fois, je me suis amusée à rajouter connaissance et en faire la règle des 3 C. Mais bon, je n'ai pas déposé la marque, ne vous inquiétez pas. Mais oui, en fait, c'est une personnalité, c'est assez étrange, c'est une personnalité que je n'ai pas connue, mais qui m'a accompagnée dans mes activités politiques aussi, parce que je suis assez engagée en politique, et que j'ai créé un collectif de femmes en politique. Et donc, cette notion, penser la politique en reliance, ça fait partie de ma façon de voir le monde, en fait. Ça m'a aussi beaucoup accompagnée dans l'écriture de mon mémoire de recherche. J'ai eu la chance d'avoir Jean-Louis Legrand je ne sais plus comment on dit. J'ai passé ma soutenance devant Jean-Louis Legrand et mon directeur de recherche. Donc Jean-Louis Legrand est assez... donc je garde un très bon souvenir de Jean-Louis Legrand, très recadrant, mais très juste. Et puis par la suite, René Barbier m'a accompagnée dans mon métier de coaching aussi. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle. Et voilà, et puis il avait écrit quelque chose sur le management, le manager émancipant. Donc voilà, c'est sa vision du monde et en cohérence probablement avec ma vision du monde. Voilà. Tout ce que je peux dire. Et puis j'ai écrit dernièrement, puis voilà, pour vous dire que ça continue toujours à me poursuivre, la reliance. J'ai écrit un article sur l'écoféminisme et plus particulièrement l'écoféminisme dans les pays du Sud.
Et puis pour moi, je trouve que leur pratique est très… voilà, il y a un parallèle à faire en tout cas avec ce qu'a écrit René Barbier et la pratique, en tout cas l'approche de l'écologie par ces femmes. Voilà. Merci. D'ailleurs, Pascal Galvani en parle justement, ils appellent ça les éco-savoirs, je crois. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à toi. Est-ce que quelqu'un était sur le point de prendre la parole avant que je l'attribue de force? Bon, alors je vois d'autres collègues de Paris 8 et d'ailleurs, donc Jean était là depuis le début, peut-être qu'il se languit. Pierre-Johan vient d'arriver, donc je disais que la vidéo sera mise en ligne. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas disponibles avant. Alors dans l'écosystème, dans la galaxie René Barbier, est-ce que d'autres comètes, étoiles filantes ou planètes plus ou moins stables ont envie de partager quelque chose encore? Alors Jean, je vois que tu meurs d'envie, mais on ne t'entend pas encore, ton micro est fermé. Non, mais alors, puisque tu m'autorises, bonjour à toutes et tous. Non, moi, j'ai pas, j'arrive, je débarque depuis ma planète auprès de vous. On poursuit un petit travail d'écriture avec Florent sur éducation et spiritualité, un ouvrage collectif qu'on est en train de diriger. Mais c'est vrai que depuis le début de ma période d'étudiant, puisque j'ai été formé aux sciences de l'éducation à l'école de Tours avec Georges Lerbet, et on connaissait les travaux de René Barbier sur l'approche transversale, l'écoute sensible. Une collègue et amie à moi de l'Université de Bordeaux, dont nous faisons partie, Sylvie Barbier, m'a souvent dit quel intérêt elle trouvait à lire et utiliser la voix de René Barbier pour ses travaux. C'est vrai que moi, depuis de très nombreuses années, j'ai comment dire, un parcours dans l'ordre de la spiritualité, et c'est vrai aussi que l'université est tout à fait, comment dire, exogène à ces travaux-là. Enfin, une carrière universitaire qui tutoie les rives de la spiritualité nous met en danger. Bon, on le savait déjà lorsqu'on était étudiant à Tours. Ça ne nous a pas empêché d'avancer sur nos propres chemins, nos propres voies initiatiques et spirituelles, les uns les autres. Et maintenant, à l'approche de la retraite, dans quelques années, c'est vrai que j'ai beaucoup plus je m'autorise beaucoup plus de liberté pour aller à l'essentiel, au fond, vers une science qui ne soit pas enfermante, mais qui soit ouverte à la multiréférentialité, à la pensée complexe et puis à la spiritualité. Voilà, je vous remercie de vos échanges et puis du fait que vous existiez, parce que ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Jean. Effectivement, nous coordonnons en ce moment, c'est quasiment bouclé au niveau des articles, et on terminera par une ouverture conclusive qui sera un hommage à René, qui pour nous a effectivement ouvert ce champ en reprenant un de ses textes collectés justement à l'occasion du travail de la renaissance du journal des chercheurs. Eh bien, écoutez, on approche de la fin. On a encore un petit peu de temps pour soit un dernier échange, si une dernière personne ou deux maximum souhaite intervenir spontanément, sans que j'aille les chercher. Et sinon, avec Christian, on dira quelques mots de conclusion sur les prochaines étapes du site, ce qu'on va proposer aussi.
Alors, dernière chance pour parler maintenant. Ah, super, Sylvain, avec plaisir. J'attendais impatiemment quelqu'un de l'ACK. Voilà, on voudrait peut-être mentionner donc l'association culturelle Krishnamurti. Du coup, il y a un certain nombre de nos membres qui ont eu l'occasion de côtoyer René Barbier, et qui ont eu la chance d'être son étudiant aussi. Il y a notamment Sabine qui n'ose pas prendre la parole face aux chercheurs. Alors, moi, j'ai un peu moins peur parce que j'ai fait une thèse il y a longtemps dans un autre domaine. Et voilà, donc on souhaitait quand même saluer son travail vis-à-vis de l'enseignement de Krishnamurti à l'université. Et puis ce travail aussi entre les chercheurs de travailler ensemble, notamment dans ce groupe de recherche sur l'enseignement de Krishnamurti, le grec, qu'il avait mis en place. Donc, il y a pas mal de gens qui sont très intéressés par l'enseignement de Krishnamurti, qui ont été très intéressés de travailler avec René Barbier. Donc, on souhaitait vraiment saluer sa mémoire et son travail sur le sujet. Merci, merci beaucoup Sylvain. Je vois juste à tes côtés, il y a également Jean-François Douce, tous les trois avec Sabine, membres donc de l'association culturelle Krishnamurti avec son siège associatif à Paris et qui propose régulièrement, je fréquente quand je peux, j'en ai pas suffisamment l'occasion, les samedis sur place dans le 11e, certains mercredis en visio et régulièrement des stages de plusieurs jours pour approfondir les textes de Krishnamurti, grand inspirateur également, hein, évidemment, de la pensée de René. Merci de ton intervention. Bien, ben écoutez, si on a terminé le tour des présents qui souhaitaient s'exprimer, qui ne souhaitaient pas, mais qui ont été obligés de le faire quand même. Du coup, Christian, je te laisse reprendre la main pour nous acheminer tranquillement vers la conclusion. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est en 2 temps, comment est-ce qu'on voit l'évolution, la complétude, si vous me permettez, au fur et à mesure du site, soit par rapport à ce qu'on n'a pas eu le temps de mettre encore, mais aussi ce que les uns et les autres on pourrait apporter. Et puis peut-être aussi comment, alors un petit mot sur PFA aussi, hein, et le sujet de l'éducation sentimentale. Finalement, on n'est pas forcément si loin de ce qui nous réunit ce soir. Et puis on terminera par l'annonce des futurs séminaires de philosophie éducative, par exemple. D'accord. Bon, alors je vais essayer d'être synthétique pour ne pas que ce soit trop long. Dans un désordre joyeux, on va commencer par PFA. Alors PFA, ça veut dire quoi? Ça veut dire pratique de formation-analyse, qui est une revue de sciences humaines, de sciences de l'éducation, qui est basée depuis toujours à Paris 8, qui a commencé dans le cadre de la formation permanente et qui, elle aussi, s'est interrompue dans les années, je dis elle aussi en même temps que le journal, finalement, un peu, que le journal des chercheurs, dans les années 2015-2016. À l'époque, la revue était dirigée par Francis Le Sourd, et puis auparavant, Jean-Louis Legrand y avait beaucoup participé pour la direction, ne serait-ce que pour la direction. Et là, depuis 1 an et demi, il y a un petit groupe autour de Françoise Lahotte, qui est maintenant titulaire à Paris 8, relance la revue. Et le premier numéro de cette relance va paraître en janvier de 2023, l'année prochaine. Ce sera un numéro autour des écritures alternatives en sciences humaines. Ce sera suivi d'un numéro sur l'éducation populaire et d'un 3e numéro sur l'éducation sentimentale. Et l'éducation sentimentale tout au long de la vie, ce sera le titre exact, c'est une vieille idée que j'avais eue dans un comité de rédaction de pratique de formation dans les années 2001, 2002 peut-être, où à l'époque, c'était pas ça. C'était exactement le titre que je proposais, c'était l'éducation érotique et sentimentale tout au long de la vie. Et là, Jacques Ardoineau n'était pas du tout d'accord avec ce titre-là, ça ne lui convenait pas du tout. Et donc, c'est revenu quand même 20 ans après.
Le terme érotique a disparu. Bon, on pourrait se demander pourquoi. Mais en tout cas, le sentimental a bien demeuré. Et c'est un numéro qui devrait paraître, peut-être sous une forme double d'ailleurs, au début 2024. Donc on a encore de... Mais je pense que René, là c'est pour faire un lien, René, je pense, j'imagine, aurait volontiers participé à ce numéro avec des apports originaux très probablement. Voilà pour ce qui est de PFA, parce que j'ai dit que j'allais vite. Pour le site du Journal des chercheurs lui-même, alors bien entendu, il va continuer de s'enrichir de sources passées, hein, de tout ce que René a pu écrire, de tout ce qu'il avait pu mettre aussi en ligne, qui n'étaient pas des écrits de lui, mais des mémoires, par exemple. Hein. Katia, je crois, tu as évoqué ton mémoire tout à l'heure. On pourra aussi remettre des mémoires en ligne comme lui le faisait habituellement. Hein. Ça, c'est une possibilité. Mais aussi d'autres travaux contemporains qui pourraient entrer en résonance ou retentir, comme tu as repris le terme tout à l'heure, Florent, eh bien, retentir avec la façon d'être chercheur qu'avait René, je dirais. Non seulement chercheur, mais aussi poète, hein, pour ne pas oublier cette dimension très importante chez lui, puisqu'à la fin de sa vie, il préférait nettement la poésie aux sciences humaines et à la recherche en sciences humaines. Voilà. Quant à moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans maintenant? Il m'est venu une idée. À son décès, René avait réparti, il avait une bibliothèque très importante, comme beaucoup de chercheurs à la fin de leur existence de chercheurs, une bibliothèque très volumineuse. C'était un très gros lecteur, René. Et il lisait beaucoup et il annotait beaucoup. Et donc, il a réparti sa bibliothèque à la fin de sa vie, dans les derniers jours, en fonction des goûts de ses amis. Alors, je crois que, par exemple, Lauriane ou de sa famille, je crois que Lauriane a récupéré beaucoup de choses autour de Krishnamurti, peut-être. Tu me démens si je me trompe. Krishnamurti, des livres de philosophie aussi, de spiritualité. Je pense qu'on a pas mal de livres. Et tous à noter. Voilà, voilà. Écoute, ça tombe très bien ce que tu dis parce que c'est ce que je voulais dire. Je voulais embrayer là-dessus parce que moi, il m'a légué énormément d'ouvrages, sachant que j'avais peu de goût pour la poésie, peu de goût pour l'Asie, peu de goût pour Krishnamurti. Bien, me sont advenus tous les ouvrages qui étaient en sa possession, traitant beaucoup de sciences humaines, de recherche en sciences humaines en général. Et c'était très varié, hein, ça dépassait très largement ce qui était ses hobbies à lui, et puis tout ce qui traitait de la pédagogie et de la formation des adultes. Et je relis quelques ouvrages, non, je ne relis pas, je lis quelques ouvrages actuellement que je n'avais jamais lus auparavant, et je tombe sur des ouvrages qui sont énormément annotés en regard du texte, hein, dans la marge. Et m'est venue l'idée de, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça dépendra d'énergie, de reprendre les annotations que René faisait dans les marges de ses ouvrages. C'est une façon, avec les interrogations que ça me pose à moi, quand je me dis, tiens, il a souligné ça, mais pourquoi a-t-il souligné ça? Pourquoi en regard de telle phrase surlignée, met-il tel mot? Soit pour le mémoriser, soit pour un début d'invention d'autre chose. Et bon, c'est une vieille idée que j'avais eue, ça, hein, j'en avais fait part lors des réunions, et je suis conforté là-dedans avec le décès grâce au décès de Christian Bobin, que j'ai vu dans une vidéo où il disait que l'aspect d'un livre imprimé a quelque chose de passé, de défunt, c'est couché sur le papier en quelque sorte, c'est passé par le biais de la machine. Tandis que les annotations manuscrites dans les marges, ça reste vivant. Ça reste vivant parce que ça a souvent été inexploité ensuite et ça fait un peu office de gisement d'idées, de gisement d'inspiration qui sont là, toujours disponibles, non seulement pour ceux qui ont connu la personne, l'auteur, mais aussi pour quiconque pourrait le lire. Alors voilà, une fois par mois ou tous les 2 mois, donc j'essaierai de livrer quelques notes de René qui sont dans les marges des livres qu'il a lus très attentivement, visiblement.
Voilà, ça sera ma contribution au journal. Et puis pour terminer, je crois que Florent, tu me demandais de dire quelques mots sur les rencontres philosophiques, c'est un peu ça? Voilà, bah, je pense que si Florent, tu en es d'accord, eh bien, on continuera le principe qu'on avait fait renaître aussi ensemble il y a 3 ans ou 4 ans avant le Covid, eh bien, de proposer par l'intermédiaire du journal que l'on fasse tous les deux une intervention d'1 heure et demie à peu près, comme d'habitude, sur un thème différent, peut-être 2 fois, 3 fois dans l'année, sous cette forme d'ailleurs, hein, elle est très commode, une forme Zoom, où on traitera, bon, toi et moi, d'un thème que l'on définira un peu à l'avance, en résonance là aussi avec ce qu'aurait pu être une préoccupation de René, mais enchâssé dans le présent, hein, avec des choses qu'il n'aurait pas connues. Et on essaierait de raisonner un peu tous les deux là-dessus, alternativement, aider ensuite tous les participants. Voilà, si c'est ça que tu voulais que je dise, eh bien, j'ai essayé de le dire. Tu as lu dans mon esprit et tu l'as dit mieux que je n'aurais su le faire moi-même. Eh bien, écoutez, merci à tous et à toutes pour votre présence. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis heureux. Nous avons quasiment atteint les 40 personnes, hein, par roulement entre les entrants et les sortants réguliers. Ça montre donc un véritable intérêt pour tout ce travail qui a été réalisé par l'équipe que nous avons présentée au début. Merci pour votre présence à un titre ou à l'autre, ou même peut-être à plusieurs titres. Continuons à rester dans cet esprit d'unité, de fraternité. Tu as parlé de la poésie. Je crois qu'effectivement, la dimension du beau, il adorait René Char, hein, et c'est presque ses aphorismes. Mais c'est vrai que la dimension du beau, moi, en tant qu'enseignant et pédagogue, j'essaie de la mobiliser maintenant systématiquement dans mes apprentissages. Donc, chacun retenons ce que nous avons à retenir et puis partageons-le, enrichissons-nous mutuellement. Merci beaucoup. Cette vidéo sera mise en ligne sur le site vidéo du Journal des chercheurs, celui du CIRET également. Et rendez-vous bientôt. Si vous n'êtes pas déjà dans les listes de diffusion, que ce soit les miennes ou celles de Christian, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un ou l'autre de façon à être tenu au courant de la suite de ces aventures personnelles et collectives, si possible dans un esprit de beau, de bien, de bon et d'utile pour l'homme, la société, la planète. Voilà, là je crois que j'ai oublié personne. Merci et très bonne soirée à tous.